Ce webinaire, il va s'orienter en plusieurs axes. D'abord, on va avoir une introduction de Solène sur le programme Climavèche. Et puis après, vous allez avoir un retour des différents résultats qui ont été faits avec les expériences. Alors, en plusieurs temps. D'abord, du coup, le déroulement du projet, puis la partie production des plaquettes de bois. Après, on fera une petite pause pour répondre à vos différentes questions. Et puis après, on enchaînera sur le suivi en bâtiment et l'épandage agronomie. On répondra également à vos questions. Et puis après, on terminera par vous donner différents éléments concernant les agendas à venir sur les autres programmes Climavège et sur les différents résultats. Du coup, Solène, je vais te laisser prendre la parole. Oui, merci. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Valoriser ses haies en litière animale, qui est le premier d'une collection de webinaires organisés dans le cadre du projet Climavège. Donc, je suis Solène Le Hérisset, je travaille à Végépolis Valais et on est chef de file de ce projet. Je tiens avant tout à remercier Lionel Magnien de la FRC Pays de la Loire et tous les partenaires qui ont contribué aux travaux qui vont vous être présentés ce matin. Pour revenir au projet, donc Climavège est l'association de deux mots, climat et végétal. Il porte sur la transition et la durabilité des systèmes de production végétale face au changement climatique. C'est un projet qui a démarré en février 2021 pour une durée de 4 années. Il comprend 24 actions de recherche et d'expérimentation et implique 80 partenaires. Donc, Climavège est cofinancé par les partenaires, bien sûr, mais également par deux régions, le Conseil régional des Pays de la Loire d'une part et le Conseil régional de Bretagne accompagné de l'ADEME d'autre part. Toutes les actions du projet Climavège sont organisées et articulées autour de ce triptyque-là que vous voyez, eau, sol, plante. Et derrière le mot plante, on est très très large puisque des travaux portent à la fois sur la valorisation des haies comme aujourd'hui, mais aussi sur du fenouil porte-graines, des tomates, des choux-fleurs, ou encore du sorgho, des prairies multi-espèces, de l'arbre fourrager et j'en passe. Vous l'aurez compris, les travaux se terminent. C'est la raison pour laquelle cette collection de webinaires est organisée, qui donne l'occasion aux pilotes d'action et aux partenaires de vous présenter les résultats des travaux qu'ils ont pu faire durant ces 4 années. Je laisse maintenant la main à Lionel et Clément pour l'animation du webinaire et nous espérons que ce temps vous amènera des remarques, des observations et vous ressourcera. Bon webinaire à tous. Bonjour, je suis donc Lionel Magnien, je travaille à la Fédération régionale des CIVAM des Pays de la Loire. Donc la Fédération régionale des CIVAM était en coordination de ce projet autour de la question de l'usage des plaquettes de bois comme ressource complémentaire de litière. Donc je vais vous présenter globalement ce qui a été mis en œuvre dans le projet. Donc c'est un projet d'étude recherche-action qui a été mené avec des groupes d'agriculteurs de 4 départements des Pays de la Loire, donc la Sarthe, Mayenne, Loire-Atlantique et Vendée. Donc des agriculteurs de ces départements échangeaient au sein de leur groupe autour de comment se mettait en œuvre l'usage de la plaquette, enfin la production et l'usage de la plaquette de bois au sein de leur bâtiment, en allant jusqu'à l'épandage. Donc il y avait un objectif qui était d'échanger autour de pratiques et en même temps de cadrer un travail de suivi et donc d'expérimentation permettant de collecter un certain nombre d'informations précieuses donc que je vais vous exposer par la suite. Donc, au sein de ces groupes, on était majoritairement en production lait. On a également eu une dizaine de fermes euh, en viande et une ferme en ovin viande. Donc, au total, 28 fermes associées et également la ferme expérimentale des Établières qui a travaillé plus spécifiquement enfin, qui a participé à l'ensemble des protocoles et qui a approfondi notamment les questions liées à l'épandage et au retour au sol
des effluents, enfin des fumiers avec plaquettes de bois, dont on parlera en fin de partie. Donc, au niveau méthodo, c'est un projet qui s'est déroulé sur 3 ans. On a eu une première année qui avait pour objectif de recenser les pratiques, les motivations et attentes des éleveurs et éleveuses associés au projet. Donc là, l'objectif, c'était finalement d'affiner les questions qui pouvaient se poser sur les fermes par rapport à cette mise en œuvre de la plaquette bois comme litière. Donc ces groupes ont travaillé à la co-construction d'une grille de suivi avec en fait 17 pages, 3 feuillets, 3 parties qui étaient à remplir en autonomie. Donc c'est vraiment les questions qu'ils souhaitaient approfondir qui ont fait l'objet de ces grilles. Ensuite, s'en est suivi 2 années de mise en œuvre et de suivi de ces grilles sur les fermes. Et donc les groupes au cours de ces 2 années, de ces 3 années, se sont rencontrés régulièrement. Donc au fil des suivis, on avait également une analyse des données qui se mettait en œuvre et un comité régional de suivi avec les représentants des groupes qui traitaient ces analyses et réorienteraient aussi au fil de l'eau les grilles de saisie. Donc en dernière année, 2023, on a compilé et analysé l'ensemble des données de suivi et on est passé à la production des livrables, dont je vais vous parler juste après, conception d'une synthèse technique et réalisation d'une vidéo sur une ferme. Je reviendrai juste à la fin de ma présentation sur les livrables. Alors, dans les suivis réalisés, on va y revenir en détail, mais donc 3 volets: production de plaquettes avec 28 chantiers, un échantillon de 28 grilles, de 28 chantiers suivis, dans lesquels on creusait les questions de modalité d'entretien, de séchage, des plaquettes, de prix de revient. Un deuxième volet sur l'utilisation en bâtiment, avec là 64 lots suivis sur les modalités de mise en place de la plaquette, l'entretien, les questions de bien-être animal et puis des conditions de travail. Et enfin, le volet épandage et effet sol avec 25 chantiers suivis, plus les suivis spécifiques réalisés à la ferme expérimentale des Établières. On rentrera dans le détail dans les présentations, bien évidemment. Donc les livrables, on en parle maintenant. Vous pourrez y accéder post-webinaire. Donc on vous donnera toutes les informations à la fin du webinaire pour pouvoir y accéder. 2 livrables principaux pour ce projet, des fiches techniques donc autour des 3 axes production de plaquettes, mise en œuvre en bâtiment et suivi sol. Et puis une vidéo qui s'appuie sur les témoignages d'un GAEC qui était associé à l'expérimentation et qui permettait de mettre en avant un certain nombre d'éléments pertinents par rapport à ce qu'on avait pu observer dans les suivis au fil du projet. Donc avec les 3 volets et un ressenti éleveur. Donc c'est une vidéo très courte de 5 minutes. J'en ai terminé pour la présentation du projet. À ce stade, on n'avait pas forcément prévu de questions spécifiques. On va passer directement dans le vif du sujet avec la présentation de la première partie des résultats, donc autour de la production de plaquettes bocagères pour la litière. Et donc, je vais passer la parole à Valentin et Thomas de l'Union des CUMA, et puis à Coraline par la suite du CIVAM AD 53. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les résultats du projet qui ont été collectés là sur 2 années de suivi, sur 2 hivers successifs, 2021, 2022, 2022, 2023. Pour la production de la plaquette, les données, il y a eu en tout 25 chantiers différents qui ont été réalisés sur 21 exploitations agricoles. Sur ces exploitations agricoles, il y avait des haies qui sont des aliments d'arbres et d'arbustes qui ont besoin d'un entretien régulier. Le cycle de production de la haie s'étale sur une quinzaine d'années, 15-20 ans. Euh,
La gestion durable des haies se fait avec du recépage, c'est-à-dire on coupe l'arbre à la base proprement de manière à ce qu'un ensemble de brins rejaillissent et que sur la quinzaine d'années suivantes, la haie ait la même taille que celle qui avait été coupée. Pour gérer durablement ces haies, les agriculteurs peuvent faire un plan de gestion avec un technicien agréé. Le technicien analyse les haies sur les exploitations, leur âge, leur taille, leur densité, et note les interventions qu'il faut réaliser dessus: abattage, élagage, plantation, regarnissage. Euh, Là, vous voyez en photo un exemple d'un plan de gestion qui a été réalisé sur une ferme en Loire-Atlantique. En rouge, vous avez les interventions urgentes à réaliser, urgentes à faire dans les 5 ans. En jaune, les haies qu'il faut entretenir dans les 10 ans, et en vert, les haies qu'il faut entretenir dans les 15 ans. Et donc le plan de gestion donne une indication du linéaire de haies à couper tous les ans, et donc peut donner une estimation de la plaquette, de la quantité de plaquettes bocagères produites. Donc on va passer maintenant à l'estimation de la ressource. Comment un agriculteur peut estimer sa quantité de bois qu'il a besoin pour pailler sa stabulation à partir de la quantité de paille qu'il a? Mettons un éleveur qui a besoin de 50 tonnes de paille. Euh, on sait, il a été réalisé des études, des recherches qui ont démontré qu'1,5 tonne de bois absorbe la même quantité de liquide qu'une tonne de paille. Donc, ce sont 75 tonnes de bois qui sont nécessaires pour si l'agriculteur a besoin de 50 tonnes de paille. Dans le projet, on a compilé toutes les données, et en fait, il y a une donnée qui est ressortie: c'est quand on entretient 1 mètre linéaire de haie, ça donne l'équivalent de 150 kilos de bois sec. Donc, pour obtenir 75 tonnes de bois plaquettes, il faut couper 500 mètres linéaires de haies. Euh, donc, il y a eu 25 chantiers qui ont été réalisés. 15 ont été des chantiers d'abattage, recépage. 5 ont été de l'élagage. Et les 5 derniers, c'était un mixte abattage-élagage. Les chantiers d'abattage produisent plus de bois que les chantiers d'élagage, autour de 200 kg de bois sec par mètre linéaire, alors que le chantier d'élagage, on est sur du prélèvement de branches, coupe de branches, donc on est autour de 25 kg de bois sec produit par mètre linéaire. Il y a 2 tailles qui ont été effectuées avec un lamier, plutôt un entretien latéral de haie. Et 7 agriculteurs ont fait une reprise des branches élaguées avec une nacelle montée sur un tracteur qui a permis de monter plus près du tronc et de couper les branches le long du tronc de manière à ce que se forme là un bourrelet cicatriciel, donc que l'arbre cicatrise mieux après l'entretien. Euh, donc il y a majoritairement 2 types de matériel utilisés. Pour l'abattage, on peut utiliser une pelle à chenilles équipée d'une tête d'abattage sur lequel il peut y avoir soit un guide sécateur, un guide tronçonneuse ou un disque. Un guide sécateur, c'est pour les arbres qui ont un diamètre inférieur à 50 cm. Le guide tronçonneuse pour les arbres qui ont un diamètre supérieur à 50 cm. Et le disque, on peut l'utiliser sur des arbustes plutôt buissonnants, par exemple comme du noisetier. L'entretien latéral se fait avec un lamier, soit un lamier sécateur ou un lamier à scie. Le lamier sécateur va couper les branches d'un diamètre inférieur à 10 cm et le lamier à scie des branches jusqu'à 20 cm. On peut aussi faire un entretien latéral avec un broyeur à rotor, mais ça, nous, on le déconseille, sachant que ça va déchiqueter les branches, les broyer et pas faire une coupe nette, donc ça favorise l'entrée des maladies. Vous avez aussi une photo d'un agriculteur monté sur une nacelle derrière un tracteur pour faire une reprise d'élagage à la tronçonneuse. En général, les agriculteurs font appel au CUMA départemental pour réaliser ces travaux, ou à des entrepreneurs locaux. Euh, L'objectif de la gestion durable des haies, c'est d'avoir une coupe propre, sans éclatement, net, soit au plus près du sol pour favoriser les rejets, soit au plus près du tronc pour favoriser la fermeture du bourrelet cicatriciel. Donc dans certains cas, ça peut demander des reprises à la tronçonneuse.
Lors de l'abattage, les armes sont, donc ça c'est la photo en bas à gauche, ça c'est une déchiqueteuse qu'on voit, une broyeuse, mais lors de l'abattage, en fait, la pelle à chenille met tous les arbres dans le même sens, le tronc d'un côté, les branches de l'autre, en petits tas réguliers, ce qui fait que lorsque la déchiqueteuse va venir, elle va prendre les arbres par le tronc et les mettre régulièrement comme ça dans la broyeuse. Euh, L'ensemble du bois est déchiqueté en une seule fois pour limiter le coût de la prestation. Et pour finir, les interventions sur les haies sont interdites entre le 16 mars et le 15 août, principalement pour favoriser la reproduction des oiseaux. Euh, Moi, j'en ai fini. Je passe la parole à Valentin de l'Union des CUMA, qui va nous parler stockage et séchage. Bonjour à toutes et tous, donc Valentin Falcon, animateur en Vendée à l'Union des CUMA du Pays de la Loire. Donc on va parler maintenant, une fois que la plaquette est produite, des moyens de la stocker et de la sécher, puisqu'une plaquette, et on va le voir sur la partie utilisation en bâtiment, doit être, pour être efficace, utilisée sèche. Donc on entend sec une plaquette du bois qui affiche un taux d'humidité aux alentours de 20 à 25%. Sachant que, comme vous le voyez sur le diagramme, le bois, quand on va le couper, a un taux d'humidité naturel à 55%. Au bout de 6 mois de stockage, idéalement sous abri, mais on va le voir, c'est pas forcément ça le plus important, le bois va atteindre naturellement autour de 25% d'humidité. Les valeurs qu'on a pu observer dans le projet en faisant des mesures d'humidité à l'utilisation des plaquettes se situaient pour la quasi-totalité des mesures, entre 30 et 15% d'humidité. Donc, on peut dire que la quasi-totalité des plaquettes ont été utilisées sèches, sauf quelques valeurs aberrantes qui ont été écartées. Donc, le séchage est un process qui se fait naturellement grâce à la montée en température du bois vert. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va mettre le bois déchiqueté en tas, il va se produire une montée en température au sein du tas. Alors, on est très loin de la température d'inflammation du bois, rassurez-vous. Par contre, on a une montée en température qui est suffisante pour déclencher des évacuations de buée au-dessus des tas. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo à droite, c'est relativement impressionnant, mais il ne faut pas s'en inquiéter, c'est normal. Et donc, pour favoriser ce phénomène, on indique qu'il faut faire un tas le plus conique possible avec une seule cheminée. Donc, on a pu analyser également dans le projet le coût de production de la plaquette, puisqu'on a demandé aux agriculteurs de faire monter les coûts en face de chaque opération de production. C'est une analyse qui a été faite sur 28 chantiers. Un prix de la plaquette rendu lieu de stockage qui intègre des prestations pour 50% des coûts en tête déchiquetage et coupe. Le temps passé des agriculteurs a été également valorisé à hauteur de 25% des coûts et le matériel de la ferme a été également intégré en termes d'amortissement à hauteur de 25% des coûts. Donc ces 50-25-25, c'est bien ce qui est ressorti du projet, c'est pas nous qui les avons mis. Donc on arrive à une tonne sèche, donc rendu cours de ferme sec aux alentours de 71 euros tonne en coût de revient, avec 26 euros qui est dû à la partie déchiquetage, 26 euros à la coupe, 10 euros au transport mis en tas et 10 euros d'autres opérations qui peuvent être soit des préparations particulières de chantier, soit des reprises particulières, mais des choses qui n'étaient pas significatives et pas systématiques. Donc, pour que vous ayez la bonne compréhension de ce graphique, dans chaque partie déchiquetage, coupe, transport, mise en tas, vous avez des parties prestations, des parties matérielles et des parties temps passé. De ce coût de revient, on a pu en sortir à partir de notre équivalence à la paille à 1 tonne de bois pour 1,5 tonne de paille, un prix de bascule qu'on considère que le bois devient plus intéressant économiquement, au-delà d'aspects agronomiques ou bien-être animal, purement économique, lorsque le prix de la paille va dépasser 105 euros tonne. Donc vous le voyez, on est dans une logique d'autoproduction et d'autoconsommation du bois, ça c'est important. Je ne sais pas où est rendue la paille actuellement, mais peut-être que c'est plus que 105. Donc ce qu'on note, c'est que plus le volume de bois produit est important, plus le recours à la prestation
est intéressant économiquement. Donc, on optimise les chantiers, on va diminuer les coûts de prestation à la tonne. Et le facteur principal de la performance économique est la productivité des chantiers. Deux facteurs principaux, l'organisation des chantiers, puisque une déchiqueteuse, ça coûte cher, donc moins elle reste de temps, mieux c'est. Et la productivité de la haie, qui là va être liée directement au taux de capitalisation, à l'ancienneté de la haie et à la productivité vraiment du linéaire. On laisse la parole à un témoignage du GEC de la Herrie. Donc, bonjour à toutes et à tous, donc Coraline du CIVAM AD53. Donc, pour ce témoignage-là, du coup, je serai avec Bruno. Alors, Bruno, est-ce qu'on t'entend bien? Oui, bonjour, je vous entends tous très bien. Bonjour à Ok, tous. on t'entend aussi. Donc, bonjour Bruno, bah, est-ce que tu peux commencer par du coup, nous présenter rapidement votre ferme, où vous êtes? Oui, alors moi je suis en direct donc avec ma femme à la Herrie à Cran, dans le sud-ouest mayennais. Et on a une production laitière de 45 vaches en bio, des bio chez Bioet, sur une exploitation de 60 hectares. Ok. Et du coup, sur votre exploitation, et ben, justement, quelle est la place du bocage sur la ferme? Et du coup, comment vous en êtes arrivé du coup, à cette pratique du bois litière? Alors, bon, depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai toujours planté, replanté les haies parce qu'au départ, il n'y avait rien du tout. C'était le remembrement en 68 et puis depuis, pas grand-chose. Et puis, à un moment donné, on a commencé à couper ce qu'on a planté, notamment en 2023. J'avais une super haie en mitoyenneté avec mon voisin. Lui, ça l'arrangeait de la faire en même temps que moi. Hop, on est passé dessus. Et puis, c'était 250 mètres sur 14 kilomètres qu'on a sur l'exploitation en quantité en linéaire de haies. Et sur ces 230 mètres, on a récupéré à peu près 230 mètres cubes de bois. Et ben, j'utilise toujours tout ce bois euh, en litière parce que je chauffe en bois bûche chez moi. Et l'excédent, aujourd'hui, c'est Mayenne Bois Énergie qui m'en prend une partie dans le cadre de contrat. Et puis, j'ai un label A, donc ça va pour le mieux dans ce sens-là. Alors, moi, je suis équipé pour sécher en bâtiment complètement ouvert. Là, cette année-là, 2023, j'ai mis ces 230 mètres cubes et ben, j'utilise ça en litière. Je mets ça sous mes génisses et mes vaches nourrices et après, j'en mets une bonne tournée de quinzaine de centimètres. Et puis après, je fais des millefeuilles avec la paille et le bois déchiqueté les uns après les autres, suivant le besoin. Je passe à peu près une fois par mois le bois déchiqueté sur enfin, une quantité de 10 centimètres. Et je remets de la paille après entre deux. Et ça tient à l'hiver sans que j'ai à ouvrir parce que j'ai un bâtiment qui n'est pas très bien adapté. Donc, ça m'évite de l'ouvrir tant que les animaux sont dessus. Et, ok, merci. Et pour revenir un peu sur du coup, la production de plaquettes, du coup, depuis combien de temps? Parce que vous avez un plan de gestion durable des sur la ferme, donc depuis combien de temps? Et aussi sur, bah, du coup, justement, sur la production de plaquettes, les chantiers, etc. Est-ce que toi, tu vois des points de vigilance ou des choses importantes à noter pour bah, s'il y a d'autres agriculteurs et agricultrices qui souhaitent du coup se lancer dans ces chantiers-là? Comment vous vous organisez? Alors, le plan de gestion des j'ai fait ça avec Olivier de Mayenne Bois Énergie, euh, parce qu'il fallait qu'on mette ça à un moment donné. Avant, j'avais donc commencé un peu tout seul, mais euh, pour être bien, suivant aussi le label haies, je l'ai écouté, et puis maintenant, bah, j'avance dans mes haies aussi en fonction de leur qualité, et puis j'essaie de faire des chantiers à ce que ce soit rentable, comme vous le disiez tout à l'heure dans le témoignage précédent parce que ben, oui, sinon ça coûte très cher. Donc j'essaie de prévoir un bon chantier quand je prévois la machine. Et pour les machines, eh ben,
On s'organise, il y a un planning qui est fait sur un site à la CUMA de la Sèvres-Ville dans le département et je m'inscris, je donne le tonnage à peu près, le linéaire de haie et puis après c'est eux qui m'appellent le jour où ils viennent. Et puis gentiment, bah, moi quand je fais le tour de mes haies, de l'exploitation, je vois à peu près 2, 3, 400 mètres qu'il faut faire par an en coupe pour avoir maintenant du bois déchiqueté en permanence pour continuer ce système de paillage parce que ça m'évite d'acheter une vingtaine de tonnes de paille à l'extérieur. Ok, donc du coup, vous en êtes satisfait et vous allez bien continuer à l'avenir cette pratique-là, quoi. Ça Ouais, convient du coup pour la production de plaquettes et pour les animaux aussi? ouais, Ah, ouais. ben, Pour mes animaux, là où j'ai trouvé un bel avantage, c'est que ça, c'est quelque chose qui se composte très bien parce qu'en bio, on a quand même des rations où il y a beaucoup d'azote et puis derrière, bah forcément, dans les fumiers, les lisiers, enfin les fumiers mous, on sent bien que c'est très riche et il y a une belle dégradation des plaquettes bois en fait dans ces composts-là. Et quand j'étends ça sur les prairies après, il reste rien du tout. C'est bien, tout est bien dégradé. ok. Et ben super. Bah, effectivement, on reviendra sur cette partie-là de du retour au sol des plaquettes du coup dans la suite du webinaire. Et ben maintenant, on peut passer au temps d'échange et de questions sur bah, du coup sur cette première partie là sur la production de plaquettes. Donc je laisse bah, Clément reprendre la main et Bruno, bah, qui reste disponible là pour ce premier temps d'échange s'il y a des questions par rapport à ces pratiques. Oui, donc du coup, je reprends un peu la main. Là, on a eu des questions dans le chat. N'hésitez pas à en rajouter si jamais vous en avez par rapport aux différentes présentations qui ont été faites juste avant. Là, on a eu une première question autour de la gestion durable des haies. Si elle est faite ou pas en suivant un plan de gestion durable des haies. Donc, comme ça a pu être mis par Sixtinfovio juste au-dessous, ça dépend des agriculteurs. Tout le monde n'a pas mis en place à l'heure actuelle un plan de gestion des haies. Ceux qui l'ont mis, effectivement, ils ont euh, des visions sur les chantiers prioritaires qui sont à mettre dans les 5 ans à venir, comme Thomas, voisin de l'Union des CUMA, a pu le dire un peu plus tôt. On a après une question sur est-ce qu'il est envisagé pour ces fermes le label A. Ça, je sais pas si Thomas, Coraline ou Valentin, vous avez une idée et vous pouvez Oui, alors Valentin, en Vendée, alors par rapport à cette question du label UE, ça faisait pas partie des éléments mesurés dans le projet. Et c'est pas quelque chose qui a été particulièrement évoqué ou recensé auprès des agriculteurs. Donc on n'a pas d'éléments particuliers à apporter par rapport à ça. On a des agriculteurs présents autour de la table, mais je ne sais pas si on aura le temps d'aborder ce sujet en détail pour tout le monde. Est-ce que peut-être le monsieur Claveret qui a témoigné, est-ce que lui, c'est un levier ou quelque chose qui l'intéresse? Alors oui, je suis labellisé depuis l'année dernière, mais vu le contexte de l'exploitation, l'état des haies, je suis passé au niveau 3 directement sans rien faire en supplément, donc c'était tout à fait naturel que j'y passe, quoi. Et ça, c'est agréable, c'est toujours ça en plus, quoi. Ouais. On a après une question par rapport aux différents coûts qui ont été présentés. Est-ce que lorsqu'un agriculteur achète de la paille, il compte son temps pour le transport, le rangement de sa paille? Je pense notamment c'est par rapport aux chiffres que tu as présentés, Valentin, car il dit on a souvent tendance à prendre plus le coût en compte dans une nouvelle pratique par rapport à une ancienne. Ouais, comme je le disais dans le chat, en effet, c'est très juste qu'on prend plus en compte les coûts dans les nouvelles pratiques. Néanmoins, c'est un choix du projet et je crois que c'est aussi un choix de l'ensemble des personnes qui accompagnent le monde agricole aujourd'hui de ne plus avoir de coûts cachés. Donc même si ça nous dessert un peu dans l'analyse économique, je crois que ça reste quelque chose qui est nécessaire. Même si en effet, on lave plus vert que vert dans les nouvelles pratiques. Ça, je ne peux être que d'accord.
On a ensuite une question sur pourquoi c'est pas utilisé sur tout le troupeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite y répondre? Oui, alors moi je veux bien répondre à cette question. En général, en fait, les agriculteurs ils dimensionnent par rapport à la disponibilité du bois dans leur haie. Et donc ils font ils font le nombre de surfaces en bâtiment pour lequel ils ont la ressource. Si on doit acheter des copeaux à l'extérieur à des entreprises qui les font, le rapport économique est plus du tout le même. Ouais. Et après, il peut y avoir aussi des questions de bâtiments qui s'y prêtent ou qui s'y prêtent pas. Mais ça, on y reviendra peut-être dans la partie après. Ok. De la même manière, on avait une question sur le mélange plaquette-paille ou pas que plaquette. On va y répondre dans les parties qui arrivent. Et enfin, on a une question sur quelle proportion du chantier d'exploitation de haies suivi a été faite par des agriculteurs ou par des prestataires. Ça, je sais pas si vous êtes en capacité, toi, peut-être, de le Thomas, dire. tu veux répondre? Peut-être Thomas. Oh, c'était pas 100% des prestataires, non? Après, Non. les agriculteurs étaient là pour aider avec leur matériel, mais Non, non, on a de mémoire une majorité d'agriculteurs. Alors pour le déchiquetage, évidemment, mais pour les chantiers de coupe, pas forcément. Et je pense on avait une petite majorité qui faisait appel à des prestataires et quand même un nombre assez conséquent d'agriculteurs et de chantiers suivis qui étaient mis en œuvre directement sur les fermes. Notamment, pour certains, ce qui était souligné, c'est que, et ça a été une des questions qu'on s'est posées pour la valorisation de la main-d'œuvre dans le coût qu'on vous a présenté, ces chantiers-là sont souvent mis en œuvre dans les périodes creuses. Donc on a vraiment enregistré, ils ont vraiment enregistré leur temps et on a associé des coûts à cette main-d'œuvre des fermes de façon homogène. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aurait pu avoir une discussion autour de ça se fait pendant les périodes creuses. Pour certains, c'est considéré comme des chantiers qui sont plutôt agréables. Donc, est-ce que finalement, y affecter 15 euros de l'heure, c'est pertinent ou pas? Mais on a fait le choix comme vous le disiez, avoir des coûts vraiment bien cernés, de bien enregistrer les coûts liés à ce temps de travail sur les exploitations associées au projet. Ok. On a après une autre question sur l'histoire des mélanges et du coup, comme c'est quelque chose qui sera sûrement discuté plus tard, on va pouvoir enchaîner directement avec du coup la mise en œuvre en bâtiment. Donc, Tiffen, je te laisse avec Camille. Encore. Donc oui, cette partie va être présentée par moi-même, Tiffaine Thérèse, animatrice au GRAPEA, et par Camille qui prendra la parole après moi, donc du CIVAM 72 en Sarthe. Donc tout d'abord, nous avons identifié 4 modalités d'utilisation de bois dans la litière au sein du projet. Donc 2 modalités qui n'utilisent que du bois, soit en monocouche, donc une seule couche de bois souvent assez épaisse est mise en place dans le bâtiment, soit en multicouche, donc une sous-couche de bois est mise en place, puis on a un apport régulier de couches généralement plus fines. Et on a observé 2 modalités qui utilisent du bois et de la paille. Donc soit via la mise en place d'une sous-couche de bois sur laquelle des apports réguliers de paille sont effectués, soit ce qu'on appelle le millefeuille bois-paille. Donc, c'est une sous-couche de bois qui est mise en place, puis on a des apports réguliers, soit de bois, soit de paille en couche plus fine. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique qui montre donc le nombre de lots d'animaux suivis par type de litière, les 4 modalités que je viens de citer ont été utilisées sur différents types d'animaux, donc des vaches laitières, des vaches allaitantes, des génisses, des veaux ou encore des brebis. Quasiment autant de lots ont été testés en 100% bois, donc les 2 colonnes de gauche sur le graphique, qu'en mélange bois-paille, les 2 modalités de droite sur le graphique. Le 100% bois a été plus utilisé en multicouche qu'en monocouche.
Et aussi, donc on a pu établir que les éleveurs et éleveuses suivis ne déterminent pas leur modalité de litière en fonction du type d'animaux. Les pratiques sont en effet donc fonction du matériel disponible sur l'exploitation, de l'agencement du bâtiment ou encore des ressources bois et paille disponibles sur la ferme. Concernant la mise en place en bâtiment, au sein des fermes suivies, différents matériels ont été utilisés. La majorité des éleveurs utilisent un tracteur avec godet ou un télescopique. Et après la mise en place, les plaquettes sont étalées soit au godet, au râteau ou encore par les animaux. L'objectif est en fait d'utiliser le matériel déjà disponible sur la ferme et de faire avec ce qui est disponible sur la ferme. Parmi les ressources du projet qu'on vous a présenté, que Lionel vous a présenté au début du webinaire, vous retrouverez des vidéos sur la mise en place chez des éleveurs avec différents matériels, notamment le godet, les pendeurs ou encore la pailleuse. Donc vous voyez ici quelques extraits d'images. Donc, au cours du projet, tous les types de litières ont été testés avec ou sans brassage. La fréquence de brassage qu'on a pu observer sur la litière est très variable, puisqu'elle va de 1 fois en 4 mois à 2 fois par jour. Et on n'a pas établi de lien entre la fréquence de brassage et le type de litière. Chez les éleveurs et éleveuses suivis, les principaux outils utilisés pour brasser ont été le vibroculteur, le cultivateur à dents et le godet. Et d'autres ont utilisé d'autres outils tels que la herseterie, herse rotative, le pickbot, et d'autres ont utilisé des outils à main de façon plus anecdotique. D'après les retours d'expérience, le brassage est particulièrement utile quand on observe des plaquettes sèches en fait en fond de litière qu'on va pouvoir ramener sur le dessus. Et du coup, tout comme la mise en place de la litière, cette pratique est elle aussi fonction principalement de l'agencement du bâtiment, du matériel disponible et du lieu de stockage de ce matériel, et bien sûr du temps disponible de l'agriculteur. On met l'accent, on insiste sur un point d'attention de vigilance très important lorsque l'on passe à la litière bois. On est habitué à plutôt une litière paille. La litière bois, elle est naturellement plus sombre qu'une litière paille et elle peut facilement paraître sale. Il est nécessaire de changer ces repères en se référant à l'état visuel des animaux. Autrement dit, quand on utilise une litière bois, on a vite, très vite, l'impression que la litière est sale, mais il faut se fier à l'état de propreté de ces animaux pour juger de l'état de la litière. Les éleveurs et les éleveuses suivis ont mesuré la température de leur litière à plusieurs reprises au cours du projet. Et donc, on a pu constater... Ah non, pardon. Et oui, et une litière 100% paille a été suivie à la ferme expérimentale des Établières. Et du coup, elle servait de témoin par rapport aux litières suivies chez les éleveurs et les éleveuses. Donc, on constate une température moyenne de 14 degrés pour les litières 100% bois et de 23 degrés pour les litières avec un mélange bois et paille. Donc, dans les deux cas, les températures sont inférieures à celles d'une litière 100% paille qui a été mesurée à 29 degrés en moyenne. Donc, avec ces températures inférieures, on limite les risques sanitaires liés à l'échauffement de la litière. Concernant la santé et le bien-être animal, les éleveurs et éleveuses ont été interrogés sur les problèmes sanitaires tels que les gros nombrils, les problèmes respiratoires, les mammites, cellules, butyriques et boiteries. Et 89% d'entre eux constatent un état de santé des animaux similaire, voire meilleur qu'en 100% paille. Aussi, ils et elles ont constaté une bonne portance de la litière. En effet, 82% d'entre eux trouvent que les animaux s'enfoncent moins sur une litière bois. On va passer au volet de travail. Voilà. Sur le volet de travail, pour les éleveurs, selon leur retour, plus de 88% des agriculteurs suivis trouvent l'utilisation du bois dans leur litière équivalente ou plus agréable qu'une litière 100% paille. L'utilisation du bois, et notamment en sous-couche, permet d'allonger la durée entre la mise en place de la litière et la première intervention, soit un réapport, soit un brassage.
et la durée entre la mise en place et le curage final de la litière. Le temps de travail global est fonction de la fréquence des apports, du brassage ou non, de la disposition du bâtiment, du matériel disponible, des quantités de litière apportées, ou encore des exigences quant à la propreté des animaux, du chargement en bâtiment, etc., etc. Je vais maintenant pouvoir passer la parole à Glenn Turlin, qui témoigne de son utilisation de litière bois dans un bâtiment de 300 mètres carrés avec un lot de 16 génisses laitières de 1 à 2 ans et un taureau. Je te laisse la parole, Glenn. Oui, bonjour, donc Glenn Turin, donc, je suis associé du GAEC Les Rocs, donc sur la commune de Saint-Léman en Vendée. Donc, on a exploitation laitière en bio, naisseur-engraisseur, sur 206 hectares, avec 65% de la surface en herbe, de la SAU en herbe, et on est autonome en fourrage et en céréales, mais pas en paille. Donc depuis 6 ans, donc, sur le bâtiment des génisses à la reproduction, on est en litière copeaux, donc c'est la reproduction avec un taureau. Ce bâtiment-là, il est situé à 7 km du site principal. Donc, en fait, on faisait beaucoup d'allers-retours à deux avec la pailleuse et pour pailler ce lot-là. Donc, l'avantage de passer en litière, on a supprimé ces tours-là, sachant qu'on produisait déjà du coco depuis 25 ans pour les chaufferies de mes associés, j'ai chaudière de mes associés et pour la Comcom depuis le Pouzo. Donc, nous, ce qu'on fonctionne sur ce bâtiment-là, on stocke le coco dans la stabulation une fois qu'il est broyé au printemps. On laisse sécher nos contacts qu'on nous a montré tout l'été. Et au mois de décembre, avant de rentrer les animaux, on va l'étaler au télescopique. On met 40 cm d'épaisseur dans le bâtiment jusqu'à la hauteur du quai, qu'on en monocouche. Et en fait, après, une fois qu'on a rentré les animaux, on brasse le coco une fois par semaine avec le cultivateur. Donc en fonction de l'état des animaux et de la surface du coco en surface. Voilà, donc l'objectif, nous, il faut que ça tienne 2 mois pendant l'hiver. Ça dépend des années humides. Si l'hiver est humide, le coco ne tient pas assez longtemps, il est trop frais. Voilà, mais les années secs, ça peut tenir plus longtemps. Donc on sait comme ça, nous on vide, vu qu'on n'a pas d'autres endroits de réapport, on n'a pas de possibilité de réapport, on vide le fumier, on passe en système paille. Donc ça nous prend un peu plus de temps. Voilà. Après, nous, on a choisi vraiment la monocouche vraiment pour cette histoire de stockage où c'est la stabilisation qui est une sorte de stockage printemps, on n'a pas d'autre solution. Et c'est vraiment, du coup, l'intérêt, c'est une personne toute seule va brasser le copeau une fois par semaine et nourrir les animaux. Ou avant, on était en fonctionnement pailleuse où il fallait monter avec un tracteur à la pailleuse, c'était un quart d'heure de route en tracteur à deux, charger la paille et pailler. Donc ça a été un gain de temps quasiment d'1 heure, voire plus d'1 heure par semaine avec ce fonctionnement. Euh, donc, voilà, après, nous, sur le lot qui est à repro avec un taureau, on n'a pas vu de problème de repro. Voilà, comme on a dit, l'air payé est beaucoup plus stable. Les animaux s'enfoncent moins, le taureau n'a pas de problème pour serrer les génisses. Voilà. Après, je parlais un peu de. On a fait un essai aussi sur le lot des vaches laitières, donc en saison d'automne, enfin début d'automne, où les animaux étaient à l'herbe. On a fonctionné avec une couche d'une quinzaine de centimètres. Voilà, donc après, on faisait un brassage, on faisait des réapports là sur ce bâtiment-là. Après, on n'a pas trouvé de problème sur les animaux n'étaient pas trop sales, ça durait une semaine, enfin ça durait un petit mois, justement, c'était quelques années. Euh, voilà. On n'a pas trouvé en tout cas de problème sur la partie production laitière. Après, les collègues ont plus d'expérience. Voilà. Glenn, j'en profite. Une petite question du chat qui n'a pas été travaillée dans le cadre du projet. Est-ce que tu as senti un effet sur les parasites du fait de mettre de la plaquette? Non, non, je pense que c'était assez simple. Enfin, il n'y a pas eu. Non, moi, j'ai pas. Ok.
Est-ce que parmi les agriculteurs qui participent au projet et qui sont présents, certains ont un retour d'expérience sur ce sujet-là? Alors moi, Bruno, non, clairement, j'ai jamais eu de problème lié à la vermifugation. Et non, on trouve que les animaux sont déjà beaucoup plus propres, donc il y a des croissances qui sont tout à fait normales. Globalement, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit jusque-là. Franchement, ça correspond tout à fait à l'expérience qu'on en a. Donc oui, ton avis, c'est plutôt positif par Ouais, rapport au ouais, parasitisme aussi, quoi. ouais, très ouais. De toute façon, le parasitisme, je trouve qu'il est bien géré plutôt quand les animaux sont en l'herbe, donc quand ils sont rentrés après l'hiver, euh, ça se passe vraiment bien. Ouais. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions de manière spécifique sur la mise en œuvre en bâtiment ou on passe à la suite? Là, moi, j'ai relevé une question, mais qui est du coup peut-être pour plus pour Tiffen et Camille, c'est plus au niveau opératoire, c'est dans la comparaison paille-bois, vous ne déduisez pas les coûts d'entretien des haies pour ceux qui valorisent pas le bois. Je vais me tourner vers Lionel, Valentin et Thomas. Est-ce que ça fait partie des chiffres qu'on avait dans la base de données? Alors, si les coûts de production des plaquettes euh, sont des coûts globaux. Euh, pour ceux qui ne valorisent pas le bois, en fait, l'entretien des haies enfin, on a bien enregistré l'ensemble des coûts de production de la plaquette. Euh, et donc oui, on a pour certains chantiers effectivement une partie du bois seulement qui est broyé, qui est déchiqueté et qui est transformé en plaquettes, et une partie qui est vendue en bûche par exemple. On peut même aussi avoir une partie des essences qui sont broyées, enfin qui sont déchiquetées, utilisées, notamment les bois d'eau qui sont utilisés en plaquettes pour la litière, et puis les autres bois qui sont vendus ou auto-consommés plutôt en bois énergie. Mais nous, on a bien essayé de monitorer tous les coûts de production de la plaquette. Et je crois que la question Donc, portait on aussi sur vient le fait effectivement. que quand on regarde la paille, quand on a fait notre comparaison à la paille, on n'a pas envisagé le cas où quelqu'un utilisait de la paille, n'utilisait pas du bois, et on n'a pas, dans notre analyse économique, déduit le fait que la personne va quand même payer pour l'entretien des haies. Mais en fait, on n'avait pas cette donnée puisque tous les agriculteurs qu'on suivait valorisaient le bois, donc on n'avait pas en suivi des coûts de chantier sans valorisation. Et il aurait fallu faire des suivis de chantier en plus qu'on ne pouvait pas faire. Néanmoins, on a pu sortir le coût de la plaquette valorisé, le coût du bois valorisé, et je pense que ça peut servir de base pour des calculs ensuite, pour dire bah, qu'est-ce qui se passe si je ne valorise pas. Ok. Eh ben, est-ce que la descente de quai est aussi humide que sur la litière paille en bâtiment génisse? Sur quai bétonné, tous les jus descendent sur la litière. Voilà la question qui vient d'arriver. Je sais pas si... Sixtine a l'air de dire qu'elle... Je laisserai les éleveurs répondre après, mais nous, aux établières, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que oui, en descente de quai, forcément, c'est plus humide, mais dans la mesure où la litière bois est plus portante que la litière paille, ça draine mieux et donc la portance reste au pied, enfin, en descente de quai, là où avec la paille, on a rapidement quelque chose de très liquide, très peu portant. Est-ce que des éleveurs veulent témoigner? Moi, Bruno, moi, j'ai pas.
d'expérience avec béton parce que tout ce que j'ai comme litière accumulée, c'est sur de la terre battue. Et puis non, ça se passe bien. Même justement, donc j'ai des cornadis pour mes génisses avec une auge en fer devant. Il n'y a plus rien qui coule sous l'auge. Ça reste propre. Qu'avant, avec de la paille, tout, tout passait sous l'auge et ça poussait l'auge. C'était très peu pratique qu'aujourd'hui. Ça reste beaucoup plus stable avec le bois. Donc, ça reste propre en plus. Et donc, moins de manutention parce que ça tient tout l'hiver. C'est un idéal quand même. Ouais, voilà, pour moi. Ok, ben, s'il n'y a pas d'autres questions et commentaires, je vais laisser Sixtine nous parler des résultats de l'expérience qu'elle a pu faire aux établières, avec Hélène également. Donc nous, aux établières, on a reproduit on a utilisé la plaquette bois pendant 3 ans d'affilée sur des génisses en comparaison d'un lot témoin sur paille et un lot sur litière 100% bois. Pardon. Donc d'abord, on a fait une comparaison des fumiers, on a fait des analyses régulières des fumiers et ce qu'on peut constater, c'est que le fumier bois, il est plus riche en carbone et en matière organique que le fumier paille, ce que vous voyez sur le graphique de gauche. Et on observe également que son rapport C sur N est bien plus important, ce qui indique que la dégradation va être assez lente et il contient en revanche un peu moins d'azote, de phosphore et de potassium que le fumier paille. On a ensuite été regarder le retour au sol, puisque c'est ce qui nous intéresse fortement. Alors, malheureusement, en 3 ans, on ne voit pas tout l'impact que ce type d'épandage peut avoir, puisque la dégradation, comme je l'ai dit avant, est plus lente sur le fumier bois que sur le fumier paille, mais on a déjà des premiers éléments qui sont à nuancer. Ce qu'on peut voir, c'est que sur le reliquat azoté, donc nous, on a pris une parcelle qu'on a divisée en 3 bandes, une bande avec épandage fumier paille, une bande avec épandage fumier bois et une bande sans fertilisation. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que sur la partie reliquat azoté, on a une légère diminution du reliquat utilisable sur la partie sans fertilisation, sans surprise, et une diminution de ce reliquat un peu plus importante sur la partie bois que sur la partie paille. Pour ce qui est du stock de carbone, alors la première année, on a fait un stock global sur un horizon 0,30 et sur cette dernière année, on a voulu aller plus dans le détail et donc on a fait une quantification pardon, du carbone sur l'horizon 0,20 puis 20,30. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a une diminution globale du stock de carbone de façon générale, quelle que soit la parcelle, ce qui n'est pas forcément expliqué par les apports de fertilisation qu'on a fait avec, de façon générale également, sur 2024, une quantité de carbone plus importante sur le premier horizon, qui n'est pas surprenant par rapport à ce qu'on connaît de la cinétique du dépôt du carbone. On a aussi été chercher l'évolution de la matière organique libre et liée dans les sols. Donc, sur la partie, on observe de toute façon générale une augmentation de la MO liée dans la modalité sans apport, à l'inverse des deux autres modalités, ce qui est logique, puisque comme on n'a rien apporté, la matière organique qui était libre se lie petit à petit. Et sur la partie litière bois, on a plus de MO libre que de matière organique liée. Encore une fois, c'est assez logique, puisque ma plaquette bois se dégrade plus lentement, et donc la MO se lie également plus lentement. Enfin, on a regardé l'impact des différents fumiers sur le rendement de la prairie, puisqu'il y a une partie qu'on avait réservée en pâturage, et puis on a été faire des mesures de quantité de biomasse disponible. Et alors là, les résultats sont à prendre avec des pincettes. Comme je le disais, déjà, on est sur un pas de temps
que de 3 ans et il faut bien plus longtemps à la prairie pour assimiler le fait qu'on modifie les types de fertilisation et également parce que on est sur que des années climatiques exceptionnelles, on va dire, voilà. Donc, avec un 2024 très pluvieux, un 2022 très sec, etc. Donc, sur cette partie-là, il faudra beaucoup plus de temps pour en tirer des vraies conclusions. Ce qu'on voit quand même là, dans un premier temps, c'est qu'on a une augmentation du rendement sur la partie bois. À quoi elle est due? Certainement pas que au bois, mais il y a peut-être une explication. On peut peut-être supposer que comme la libération de l'azote dans le bois enfin, du bois, la dégradation du bois est plus lente, peut-être que l'azote est apporté en plus petite quantité, mais plus régulièrement, et donc il peut être capté par la plante. Mais tout ça, c'est des suppositions. Nous, on ira plus loin dans l'analyse. On va en continuer encore plusieurs années pour vraiment sortir des résultats concrets. Là, c'est les résultats des éleveurs de la région. Donc, on leur a posé des questions sur la façon dont ils ressentaient l'épandage. Donc, d'abord, ils épandent le fumier de plaquettes quasiment tous sur prairie, forcément, parce que c'est des systèmes herbagés, mais aussi sur culture. Ça peut être colza, maïs ou avant céréales. Donc, on retrouve deux périodes d'épandage majoritaires, hein, sur l'automne et sur le printemps, ce qui est logique. Au niveau des épandages, et donc, ils notent tous une bonne qualité des épandages, ils sont satisfaits et plutôt moins d'odeur. Voilà. Et la plaquette, qu'ils ne voient pas de différence entre un fumier de plaquette et un fumier pailleux quant à la disparition des copeaux. Voilà, ça disparaît bien. Et vous voyez, là, on avait fait chez plusieurs agriculteurs un dépôt de plaquettes et 3 mois plus tard, vous voyez que ça a complètement disparu dans la prairie. Sur les deux sites où ça avait été fait, c'était fait le même résultat. Donc ça, c'est les résultats d'analyse donc, chez les éleveurs. Donc on retrouve, comme vous étiez hier, le fait que les fumiers de plaquettes, ils sont plus riches en matière organique, globalement. Euh, on a un apport en rapport C/N dans ces fermes qui sont très variables, hein, en fait, proches du fumier pailleux ou plus élevé, ça dépend. Et puis, les différents éléments, azote, phosphore, potassium, magnésium, calcium, donc, qui viennent de la haie finalement, qui vont se retrouver dans la parcelle. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder, diapo suivante, voilà. Finalement, au niveau du climat, l'intérêt, voilà, prendre un petit peu de recul et juste pour vous rappeler qu'effectivement, 1 kilo de carbone qu'on retrouve dans le bois, c'est 1 kilo qui vient de l'atmosphère. En fait, hein, ça a été capté par la photosynthèse. C'est du carbone qui a en moins pour réchauffer la planète. Et 1 kilo qui est capté, c'est presque l'équivalent de 4 équivalents CO2. Donc, c'est très efficace. Ensuite, ce carbone, effectivement, il va dans la sabulation et il est mélangé aux excréments des animaux et il sert à fertiliser les parcelles. Il y a une bonne partie de ce carbone, hein, peut-être 50%, qui va se retrouver humifié, c'est-à-dire qu'il va rejoindre le pool de matière organique du sol. Et donc, en gros, 1 kilo de carbone, c'est 1,7 kg de matière organique, voilà, une fois humifié. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Donc ici, vous voyez, chez Jérôme qui va intervenir juste après, on a fait les prélèvements de sol pour aller voir dans sa parcelle. Il y avait une parcelle, une partie qui recevait du copeaux de litière et d'autres non, s'il y avait une différence. Et on retrouve ici, vous voyez, dans la partie supérieure, un peu plus de matière organique dans la partie supérieure, après peu de différence dans les horizons inférieurs du sol. Voilà, et globalement, cette matière organique, hein, elle est bien pour l'environnement, pour le climat, on l'a dit, mais aussi pour un bon enracinement, une bonne réservisation des sols, des nutriments pour les plantes, et notamment en système bio, et globalement pour une vie du sol favorisée. Donc, je passe la parole au témoignage. Donc, c'est Jérôme qui intervient ensuite. Alors, donc Jérôme va nous parler en fait de son expérience de la mise en œuvre du bois plaquette et tu vas insister un peu plus, Jérôme, sur le retour d'expérience par rapport à ce que tu constates sur le sol. Et tu t'es penché notamment sur cette question parce que je crois que c'était une motivation au départ.
Donc, si tu peux, oui, nous présenter rapidement ta ferme, expliquer comment tu mets en œuvre la plaquette de bois dans le bâtiment et peut-être nous parler un peu plus dans le détail des constats que tu fais par rapport aux épandages, mais aussi et surtout par rapport à l'évolution du sol depuis maintenant une petite dizaine d'années, je crois que tu mets ça en œuvre. Oui, donc vous m'entendez bien? C'est bon? C'est bon, on t'entend bien. Impeccable. Donc oui, Jérôme Charrier là pour le RL La Liberté. Donc je suis tout seul sur l'exploitation avec un salarié à mi-temps. J'ai 110 hectares en bio depuis 98. Il y a 95 hectares de prairies, 10 hectares de maïs et 5 hectares de céréales. Donc avoine pois moissonné. Le, le troupeau, c'est un troupeau de vaches laitières, donc 80 vaches laitières pour 650 000 litres de lait vendus. Hein. Et donc, ce qui a motivé un petit peu ma- mon envie de mettre du bois, en gros, sur mes sols, c'est une formation avec Frédéric Thomas en 2016, une formation TCS. Donc, j'ai arrêté le labour après cette formation-là. J'ai mis du pâturage dynamique à ce moment-là aussi sur la ferme. Hein, donc, le bois est arrivé sur la ferme depuis les années 2000. On récupérait déjà du bois de déchets verts de la commune. On a commencé le déchiquetage en 2015 et j'ai commencé à l'utiliser en 2016. Donc principalement sur des génisses euh, avec le système de millefeuille avec du bois en fond de litière et de la paille au-dessus. Donc ça se passait plutôt bien. J'utilisais aussi sur les arbres d'exercice pour éviter les glissades. Et vu que ça se passait bien, on a délocalisé le bâtiment de production de vaches laitières en 2019 et on a conçu un bâtiment euh, qui normalement utilise du miscanthus et là moi je l'ai utilisé avec du bois plaquette. Donc c'est des bâtiments très ouverts euh, et beaucoup de surface par vache. Donc je suis à peu près à 15 mètres carrés de couchage par vache. Comme j'ai 80 vaches laitières et que j'ai 1200 mètres carrés de couchage. Et donc ce bâtiment, j'utilise quand même beaucoup de bois. Hein, je suis à 400 mètres cubes de bois par an. Donc à partir de là, j'ai commencé l'agroforesterie en 2020 et j'ai essayé de gérer mes haies d'une meilleure manière que c'était fait avant. C'est-à-dire que les pareuses, j'oublie maintenant, c'est que du lamier et je récupère toutes les branches pour faire du copeau de bois. Hein, parce que tous les hauts de bêtes sont sur bois. Hein, j'utilise 10 tonnes de paille à l'année. Donc c'est principalement pour les veaux, etc., ou de l'alimentation. Donc j'utilise pour les vaches laitières 400 mètres cubes, mais aussi 200 mètres cubes pour les génisses. Donc ça fait 600 mètres cubes. Donc c'est quand même assez important. Alors ce qui nous ramène à l'épandage et le sol. Donc j'ai deux types de litières là pour les vaches parce en période hivernale, la litière va durer 2 mois. Donc une concentration en carbone qui est plus élevée. Donc là, c'est une litière qui va être soit épandue direct en sortie de bâtiment, quand la législation le permet, donc sur des prairies principalement, hein, à base de trèfle, luzerne, etc. Parce que comme c'est plus carboné, il faut éviter les fins d'azote quand même. Et après, j'ai ma litière qui va durer donc 8 mois, de mars à octobre, qui elle va être utilisée plutôt au printemps, parce qu'elle a un rapport C/N autour de 15, donc avant maïs ou sur céréales. Hein, et j'ai pas remarqué de fin d'azote là-dessus. Après, est-ce que c'est dû aussi au non-labour? C'est possible. Euh, je travaille le sol pour implanter les maïs, par exemple, c'est 5 cm maxi, quoi. Hein, donc voilà. Euh, le stockage, parce qu'il y a des périodes un peu de stockage de cette litière-là. Donc c'est en moyenne 6 à 8 mois, c'est sans retournement. Il n'y a pas il n'y a pas d'effet de compostage. Ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas de perte de volume. Quand on compare avec de la paille où des fois on va perdre 50% du volume, il n'y a pas d'odeur à l'épandage et c'est très facile à épandre. Il n'y a pas de bouchon ou autre chose. C'est très, très régulier sur des prairies pâturées.
c'est impeccable. Et puis, bon, par contre, les copeaux de bois peuvent rester jusqu'à 3 ans sur le terrain, mais j'en retrouve jamais dans les fourrages, donc c'est pas gênant. Je dirais même que ça favorise la couverture du sol, c'est plutôt intéressant. Alors après, sur les effets du sol, bon, j'ai encore pas assez de recul. Je pense que dans 20 ans, je serai je serai plus précis. Mais moi, c'est des sols assez limoneux, donc ont tendance à se compacter. Et j'ai remarqué que les copeaux de bois apportaient de la porosité. Donc en fait, ils vont s'intégrer dans le sol dans les 5 premiers centimètres et ils vont créer des zones d'espace pour l'eau et l'air. Il y a aussi un effet éponge. Hein. J'ai remarqué que j'utilisais moins l'irrigation sur les maïs, par exemple. Les objectifs au départ d'apporter du carbone au sol, c'est que j'ai des soucis un peu de plantes microphiles au printemps, donc kénopodes amarants. Et en apportant du carbone, j'espérais voilà, diminuer cette pression-là et favoriser aussi les mycorhizes, ce qui était champignons au niveau du sol. La première réaction de mes voisins, ça a été tu vas dégrader ton pH. Moi, pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Je suis à 6, 6,5 et ça a pas bougé. Et pas une augmentation de solage principalement. Après, sur les points de vigilance, j'ai observé une fois une fin d'azote avec déchets verts. Euh, et j'avais épandu en grande quantité. Là, en épandage, de litière, je suis plutôt à 10 tonnes hectare. Donc j'étais à 20 tonnes hectare et j'avais procédé à un labour après épandage. Donc c'était avant 2016. Et j'ai observé une fin d'azote en démarrage de printemps sur la prairie qui avait été implantée après labour. Et par contre, les années d'après, une hausse de production par rapport aux témoins. Après, sur les points de vigilance, il y a les essences utilisées. Au niveau du bois, moi j'utilise que des bois qu'on appelle des bois d'eau, donc du saule, de l'aulne. Ils sont plus faciles à sécher que du chêne, du châtaignier, qui sont des bois plus durs. Et en dégradation, ils vont dégrader un petit peu plus vite aussi. Voilà. Donc voilà. Après, sur les quelques conseils que je peux donner, c'est déjà tenter l'expérience sur un lot de génisse et avec de la paille, hein, en l'essayant en sous-couche, donc c'est hyper intéressant parce que c'est très drainant, on utilise beaucoup moins de paille. Et après, sur l'épandage, essayer sur prairie à base de légumineuses, ça permet de se rassurer aussi sur la fin d'azote. Voilà un peu ce que je peux dire de ce qui se passe chez moi. Bah, merci Jérôme. En retour d'expérience, il y a eu une question qui est arrivée plutôt dans le chat autour de l'utilisation de la dolomie en mélange avec des plaquettes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as testé chez toi? Oui, donc je le fais de deux manières différentes. Je l'implante des fois en fond de litière. Donc je cure, je mets la dolomie, je mets 1 à 2 centimètres, hein, c'est pas une retouche, mais ça permet d'assainir un petit peu le fond. Et puis je l'ai utilisé en asséchant, voilà, parce qu'il y avait j'ai acheté une fois du miscanthus et au niveau sanitaire, il n'était pas clean. Et du coup, j'ai eu une montée de cellules et de mammites. Et pour calmer, j'ai utilisé la dolomie. Euh, c'est du magnésium, donc ça permet d'assainir le milieu assez rapidement. Donc ça a très bien fonctionné. Et puis, j'ai tenté aussi l'année dernière un labour de la litière. Donc en gros, j'ai retourné la litière et ça m'a permis de régler la profondeur aussi de la charrue du voisin, du en équipe. Euh, Ça permettait voilà, de ressortir juste ce qu'il faut en dolomie sur le dessus, quoi. Mais c'est hyper intéressant à utiliser. Et puis j'ai entendu tout à l'heure aussi au niveau sanitaire, au niveau bah, moi personnellement, je reviendrai pas en arrière sur tout ce qui est mamite et tout ça. Même si les vaches sont sales et que je suis en robot de traite, j'ai pas de problème de cellules pour dire. Ok, merci Merci Jérôme. pour le complément. On va reprendre les questions qui sont arrivées dans le chat. La première,
c'est sur, au niveau de l'épandage, une idée du tonnage par hectare, à la fois sur les prairies et sur les cultures. Là, moi, Jérôme, je t'ai entendu parler de 10 tonnes hectare. C'était sur prairie ou sur culture céréalière. Et puis après, je pense que Sixtine, Glenn ou Bruno, vous pouvez peut-être répondre à ça. Les 10 tonnes, je les mets à peu près sur tout type de culture et de prairie. Ok. Les retours de pratiques d'éleveurs du groupe, sinon, on avait des doses d'épandage un peu variables, hein. Sur prairie, c'était entre 8 et 20 tonnes par hectare, ce qui est fait chez les agriculteurs. Et puis après, sur céréales, entre 5 et 35 tonnes. Du maïs, 5-15 tonnes et luzerne, 10 tonnes, pour donner une idée des doses qui sont pratiquées. Moi aussi, Bruno, j'utilise 8 à 15 tonnes, 8 plus sur les prairies et puis 15 plus sur les cultures pour essayer d'en mettre partout très régulièrement. C'est pas forcément un apport de matière organique qui n'arrive pas à combler toute l'exploitation. Donc, en ayant du matériel adapté, euh, ça passe très bien à 8 à 10 tonnes sur des prairies. Oui, moi, Glenn, nous, souvent, on les pend à l'automne, on met 10 tonnes on fait que sur des prairies. Euh, on laisse souvent, en fait, tout l'été. En automne, comme ça, il se dégrade un peu en tas et le sol digère un peu plus vite. C'est ce qu'on fait. Ok. On a après des questions par rapport aux essences utilisées. Jérôme, là, toi, tu as évoqué dans le témoignage l'utilisation plutôt de bois blanc et tu laissais le châtaignier, le chêne de côté. Est-ce que de manière générale, c'est plutôt ce type de bois qui a été utilisé ou certains d'entre vous utilisent tout type de bois? Nous, aux États- Ah, attends. Vas-y, mets ton micro. Donc, aux établières, pardon, en fait, les premières années, on a utilisé du bois acheté pour les besoins de l'expé parce qu'on n'avait pas encore notre plan de gestion des haies en place. Donc, c'était du bois bocager, tout type de haies. Et maintenant, on l'autoproduit et en fait, enfin, on fait pas le tri spécifiquement du bois qu'on coupe dans les haies. Donc, il y a du chêne qui passe, voilà, il y a tout type de bois qui passe. Après, c'est sûr que quand on en valorise en bois de chauffage pour les personnes de la ferme, etc., on va se réserver les meilleurs bois. Mais en soi, on peut tout passer dans les plaquettes. Glenn, tu voulais dire aussi le bois que vous utilisez à la ferme? Ouais, nous, c'est pareil, c'est ça, en fait. C'est de la haie bocagère sur la ferme, mais c'est pareil, on garde le bois de meilleure qualité pour les chaudières. On va chercher ce qui est un peu plus pour le pallier, même si elle est de la fine, c'est un Oui. Et au global, dans les chantiers suivis, alors c'est pas étonnant dans la région, mais on avait très peu de résineux utilisés. Euh, et c'est peut-être ce qui différencie ce projet d'autres projets, notamment menés en Massif central précédemment sur l'utilisation du bois en plaquettes pour la litière. Euh, et peut-être que sur le résineux, il y aurait davantage de précautions à prendre, notamment pour, euh, pour le retour au sol. Je crois que ce qui avait été noté dans le Massif central par rapport à ces usages-là, c'est qu'il fallait impérativement passer par un compostage. Je ne sais pas, Hélène, si tu avais en tête ces éléments-là quand on a exploré au départ le projet. Il me semble que ce point de vigilance apparaissait et qu'il n'a pas été aussi évident dans les suivis qui ont été mis en œuvre dans le projet.
Oui, tout à fait. C'est parce qu'en fait, dans la partie bilio, et même ce qui antérieurement, ça a été fait pas mal au Canada ou ailleurs, avec du bois de résineux, ils ont noté effectivement possiblement des effets sur le pH. Et ce qui ne s'est pas retrouvé après dans d'autres études en France, à partir du moment où nous, on est sur des bois beaucoup plus mélangés et pas de résineux en général. Donc et comme dit Jérôme, il l'a pas noté chez lui non plus de problème sur cet aspect-là. Et oui, effectivement, il y a à peu près la moitié des gens du projet là qui compostaient vraiment ou alors qui brassaient. Voilà. Alors le brassage, c'est pas forcément pour composter, ça peut être pour mélanger parce que vous voyez quand il y a des multicouches, bah voilà, pour mélanger les plaquettes, la paille, les bouses et puis que ça soit voilà que ça s'épande bien et que ça soit plus régulière. Parce que, en tout cas, ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse variabilité dans les analyses, mais je pense que voilà, en litière bois, c'est accru, mais on la trouve déjà en litière paille. En fait, ça dépend des densités animales dans les bâtiments, ça dépend de ce que mangent les vaches, ça dépend des temps de maturation des fumiers. Est-ce qu'on les épand rapidement ou on les laisse plus ou moins voilà, en bout de champ. Donc, ce qui fait que bah, ça vaut le coup de faire son analyse sur sa ferme, en fait, quand on a une pratique régulière avec du fumier de plaquettes, en fonction de ce que vous mettez comme bois et puis de vos animaux, votre densité, faites une analyse, ça vaut le coup, je pense. Ok. On avait après un échange sur est-ce que plus de carbone lié à la plaquette bois stimulerait plus la fixation d'azote par les légumineuses? Et Sixtine, tu avais répondu dans le sens où c'est une question qui se pose, mais que vous n'avez pas forcément les réponses, notamment du fait que l'expérience n'a pas suffisamment d'années pour mesurer cet impact-là. Ouais, en fait, nous, quand on a analysé les données, c'est une question qu'on s'est posée, c'est que comme la dégradation de la plaquette est plus lente, elle doit pas libérer tout son azote disponible immédiatement. Et donc, potentiellement, est-ce qu'on n'améliore pas la capacité de captation de l'azote et on minimise pas les pertes d'azote dans le sol à des moments où la plante n'en aurait pas besoin d'autant ou voilà. Sur une paille qui se dégrade plus vite et donc qui libère son azote plus vite. Mais nous, aujourd'hui, on en est au stade des hypothèses. Dans le chat, Samuel, pardon, nous disait qu'il y a un groupe base qui a priori donné des résultats qui vont dans ce sens. Donc, on espère pouvoir dans quelques années observer la même chose, mais c'est effectivement une hypothèse qu'on avait, c'est que la cinétique n'est pas la même, et donc peut-être qu'on améliore la disponibilité, certainement même. Ok. Et il faut aussi se dire que la dégradation du bois n'entraîne pas forcément les mêmes micro-organismes, les mêmes bactéries, etc., que celle de la paille. Donc, je pense qu'on est aussi dans une phase où les sols, il faut euh, ils s'adaptent au fait qu'on leur met du bois et non pas de la paille, et donc qu'il y ait des micro-organismes qui se spécialisent, on va dire, sur la dégradation de cette litière. D'accord. On avait après une question sur la quantité d'eau stockée à la parcelle s'il y a plus de carbone. La réponse était là de Valentin, disant que c'est un critère qui n'a pas été suivi. Donc, de la même manière, c'est peut-être aussi des choses qui seraient ou à creuser ou qui n'ont pas forcément été en capacité d'être mesurées puisque l'expérience n'était pas suffisamment longue. On a après une question pour Jérôme. Juste Oui, quand même, peut-être qu'en vas-y. complément, comme on voit quand même qu'il y a plus de matière organique, ça veut dire qu'on apporte plus de matière organique à la tonne, et la matière organique, ça favorise la rétention en eau dans le sol. Donc, sur du très long terme, on devrait voir quelque chose. Et ce que disait Jérôme, c'est qu'empiriquement, lui, il constatait déjà des différences avec le recul depuis 2016. Je joue aussi sur l'enracinement, et un meilleur enracinement, ça veut dire que les plantes, elles vont mieux résister aux problèmes de sécheresse au début. Après, on avait une question pour Jérôme et peut-être aussi pour les autres agriculteurs. C'est comment se fait le stockage des copeaux quand vous avez des volumes de manière importante? Comment vous le faites? Euh, Quand on a des volumes, par exemple, j'ai fait 400 mètres cubes en fumière, je me suis retrouvé à le faire en fumière et j'avais un cordon et non un cône. Et du coup, j'avais plusieurs cheminées et dans les angles, les plaquettes n'étaient pas sèches. Donc du coup, je préfère le faire en extérieur avec un bon télescopique. Tant pis si sur l'extérieur, il y a une petite couche qui est un petit peu abîmée, mais la qualité de séchage est meilleure.
dans l'idéal, après, une fois qu'il est sec, il faudrait le re-rentrer. Mais là, moi, j'utilise que ça comme ça. Je suis monté jusqu'à 600 mètres cubes de fait en une fois. Et moi, je suis assez satisfait de cette façon-là. Voilà. Une photo du tas là, de stockage chez Jérôme en extérieur. Est-ce que Glenn ou Bruno, vous, ça vous a posé des difficultés en termes de stockage ou pas du tout? Bah, nous, on est dans la stabilisation, donc c'est pareil, on fait un compteur en chimie, après, c'est des quantités moindres. C'est toujours sec, en fait. Il y avait ensuite une question sur est-ce que vous en mettez sur l'aire d'exercice? Ouais, donc comme je disais, j'en ai mis sur l'aire d'exercice pour éviter les glissades. Ça, sur les génisses ou même sur les vaches laitières, en période de chaleur, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, ça permet d'avoir un sol enfin, qui est plus sec et puis qui résiste mieux au dérapage des vaches. Ok. Ensuite, une question disant certaines études montraient que des pH plus élevés sur des fumiers avec plaquettes de bois blanc en particulier. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vérifie également? Jérôme, il me semble que quand on avait parlé, tu avais l'air de dire que les craintes par rapport aux baisses de pH étaient moindres par rapport à ce qu'on t'avait dit. Et puis par rapport au fait qu'on n'ait pas trop de résineux, euh, déjà ça aide un peu. Est-ce que quelqu'un a des compléments là-dessus, autour des pH? Donc là, on est sur les pH des fumiers, hein. Euh, Hélène, t'avais ça Non, en par tête? rapport à la partie bois blanc, j'ai pas d'éléments en tête comme ça. Oui, en fait, ça aurait nécessité qu'on soit encore plus. On posait cette question dans les suivis, mais il aurait vraiment fallu distinguer les chantiers. Euh, et je pense qu'on était dans ce suivi qui était donc mis en œuvre par les agriculteurs partenaires du projet, pas en capacité d'arriver à cette finesse d'analyse entre des fumiers qui seraient 100% bois blanc et puis des fumiers avec tout type d'essence. Il y a beaucoup de paramètres parce qu'il y a ces différents sols aussi, il y a différents bois et il y a les différents animaux. Donc, c'était presque chaque ferme un cas particulier. Donc, l'idée, c'était plus d'avoir des valeurs moyennes de ce qui se pratiquait dans la région sur les valeurs de fumier et puis des fourchettes. Voilà. Je pense que c'était plus ça que, voilà, c'est difficile de généraliser sur des points très précis. Peut-être c'est plus des études scientifiques là sur l'effet d'un type de bois par rapport à un autre. Voilà. Et enfin, on avait une dernière question sur les impacts observés sur les flores des prairies après plusieurs années d'épandage. Sixtine, toi, tu as dit qu'au niveau de chez vous. Et puis, comme je l'avais évoqué un peu plus tôt, c'était compliqué avec les différentes météos qu'on avait eues de pouvoir mesurer un impact. Est-ce que peut-être du coup, chez les agriculteurs qui ont peut-être mis ça en œuvre depuis un peu plus longtemps, est-ce qu'ils ont remarqué des changements? Je voulais juste préciser, moi, en soi, la météo a été particulière ces dernières années, mais ça va continuer comme ça. C'est juste qu'en fait, définir, enfin, avec, entre guillemets, si peu de recul chez nous, définir l'effet météo, de définir l'effet copeaux, Hmm. voilà, on en est, enfin, aujourd'hui, c'est compliqué puisque par ailleurs, on l'observe sur d'autres parcelles où on n'épand pas de copeaux, des modifications des flores prairiales présentes dans nos prairies ou de développement dans nos métailles ou autres. Voilà. Peut-être Jérôme par rapport au recul et puis l'attention particulière que tu pouvais avoir sur la flore. Ouais, donc après, moi, c'est vrai que j'ai importé aussi des fumiers de volaille et même des fientes de pondeuse bio, mais du coup, ça fausse un petit peu la chose. La plaquette a certainement rééquilibré un petit peu,
Mais c'est pareil, j'ai du lisier de vache laitière, donc ça peut carboner et beaucoup d'azote. Moi, j'ai pas vu de dégradation, en tout cas, sur la flore. Je dirais peut-être qu'il y a un peu plus de trèfle que les années précédentes. Mais après, c'est vrai que ça dépend vraiment de la météo. Voilà, là, cet automne, évidemment, il y a plein de trèfles parce qu'on a eu la pluviométrie, hein. Donc voilà, une fois qu'il est en place, il sera là au printemps, je pense. Donc ouais, la météo, je pense, joue plus sur la flore que vraiment le fumier en lui-même. Ok, ben, on arrive à la fois à la fin des questions et à la fin du temps qui nous était imparti, donc on va pouvoir conclure. Est-ce que, voilà, Solène est prête à reprendre la main. Donc, Deux petites infos avant de terminer le webinaire. Donc, vous dire qu'il y aura une journée finale ouverte à tous pour discuter avec les différents partenaires et échanger sur la thématique du projet Climavège. Elle est fixée au 13 mars 2025. Donc, on vous enverra des informations lorsqu'on aura plus de précisions sur le lieu, le programme, etc. Et vous informer aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la dia d'après, que le webinaire d'aujourd'hui, c'était le premier d'une collection de webinaires pour vous présenter les résultats du projet Climavège. Ces webinaires s'étalent d'aujourd'hui jusqu'à mi-mars 2025 à peu près. Donc, n'hésitez pas à prendre connaissance du programme via le QR code que vous avez là. Et sinon, pour les webinaires de novembre, je vous ai mis quelques extraits, ou les titres en tout cas des webinaires à venir. L'impact du changement climatique à l'échelle d'un territoire, voir ce que ça donne quand on se met sous l'angle de territoire et non plus parcelle ou ferme. Augmenter la résilience au stress hydrique de jeunes plants d'ornement potager via l'étude du priming de pieds-mers et porte-graines. Donc là, on est plus sur des objets, des travaux en termes de recherche et principalement de recherche et d'implication au niveau des experts. Le 27 novembre, des choses autour de la multifonctionnalité et performance des réserves d'eau pluviale d'irrigation. Le 29 novembre, on reviendra avec une coordination avec Lionel sur une thématique de production de semences paysannes en collectif pour mieux s'adapter. Et vous en avez comme ça donc tous les mois jusqu'à mi-mars. Donc restez attentifs pour pouvoir vous inscrire aux webinaires qui vous intéressent. Bien sûr, les webinaires sont gratuits, mais on demande une inscription pour recevoir le lien. J'en ai fini pour cette partie-là et du coup, je crois que les personnes participants pourront recevoir un replay. Et sinon, si vous avez des questions sur la tâche présentée, n'hésitez pas à prendre contact avec les orateurs et avec Lionel pour lequel vous avez l'adresse mail ci-joint. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Encore merci beaucoup. Merci pour votre attention. Bonne journée à vous.